On va parler de perversion aujourd'hui, mais version XXL. On va parler du documentaire réalisé produit par 50 Cent sur P. Diddy. Et on va voir ensemble que ce documentaire et ce personnage qu'est P. Diddy, c'est vraiment une masterclass de perversion, de manipulation, de domination et d'exploitation humaine. Et ça va nous amener à parler d'un sujet, celui de la perversion au-delà des relations intimes. Là, on va toucher le système, l'industrie et plus précisément l'industrie musicale. Alors, ce documentaire, il est hyper intéressant et très démonstratif de la perversion et de son évolution. Parce qu'on va voir justement comment Puff Daddy a été créé, ce personnage de P. Diddy, comment est-ce qu'il a été créé. On va le voir de ses débuts jusqu'à aujourd'hui. Et en fait, P. Diddy, donc de son vrai nom, Sean Combs, a commencé très jeune. Il est rentré dans une boîte de prod en tant que stagiaire. Donc, il était vraiment en bas de l'échelle. Et en fait, sa stratégie, qu'on peut appeler aussi love bombing, il a mis en place en fait ce qu'on peut appeler le grooming professionnel, c'est-à-dire qu'il a créé en fait une fausse confiance dès le départ, ou ce qu'on appelle aussi le love bombing, c'est-à-dire qu'en fait, il était tout en bas de l'échelle, donc il était stagiaire, mais très rapidement, en fait, il est devenu en quelque sorte le bras droit du boss, le mec essentiel, le mec sur qui on peut compter, le mec qui règle tous les problèmes. Et c'est comme ça qu'il a gravi les échelons au sein de cette boîte de prod, en fait. Et tout de suite, en fait, dès le début, quand il a commencé à évoluer dans cette boîte, on a tout de suite la démonstration de son ego démesuré et du personnage de star de P. Diddy, en fait. Parce que dès le début, bien qu'il soit dans l'ombre, il a cette envie de briller. Donc, en fait, on voit que c'est venu très vite, en fait, ce truc de vouloir briller, de vouloir prendre toute la place, de vouloir se positionner comme supérieur au-dessus des autres. Et c'est ce qui a fait que, du coup, il s'est retrouvé à créer sa propre boîte de prod avec des personnes qu'il connaissait depuis longtemps. Mais là, il a suivi cette même direction, en fait, parce qu'en fait, tout est cohérent dans son parcours. En fait, c'est juste un parcours évolutif. Il n'y a rien eu il y a pas eu quelque chose, en fait, dans son parcours qui a fait qu'il est devenu comme ça ou qui l'ont poussé à faire des dingueries ou des crasses ou quoi. En fait, c'est vraiment le même personnage, mais qui grossit, qui grandit, qui évolue, en fait, et qui fait évoluer toute sa perversion et toute sa monstruosité. Donc, en fait, il crée sa boîte de prod, donc il est producteur. Son travail, c'est de dénicher des talents, c'est de dénicher des jeunes artistes et puis de les rendre célèbres, de les faire briller, de leur faire gagner de l'argent. Sauf que lui, il est toujours dans cet ego narcissique hyper développé, en fait, et il veut toujours
être le centre du monde, il veut toujours être celui qui brille le plus, il veut toujours, en fait, être la star devant ses propres artistes. Donc, en fait, on voit au début, enfin, dès le début, on voit que il parvient à faire briller ses artistes, mais il s'immisce toujours dans leur travail, dans leur popularité. Il est toujours là, en fait, à côté d'eux, en fait. Quand, par exemple, dans des clips, il est toujours là. Il est toujours présent dans la visibilité de ces artistes. Donc, c'est toujours, il a toujours cette posture il n'est pas dans l'ombre, en fait, pas du tout. Il se met dans la lumière et bien plus que que ses artistes, en fait. Alors, son fonctionnement, là où on retrouve en fait l'emprise et le contrôle qu'il a sur les personnes qui l'entourent, les personnes qui travaillent avec lui, puisque P. Diddy n'a pas une cible comme quand on connaît les pervers, ce qu'on appelle les pervers narcissiques, où là, ça va être vraiment dans les relations intimes, ils vont avoir une cible, une proie, et tout va se jouer à ce niveau-là. On voit que là, pour P. Diddy, sa perversion, en fait, elle n'a pas de limite. Il ne se limite pas à une cible. En fait, ses cibles, ses victimes, c'est tout son entourage. Toutes les personnes qui rentrent dans son monde, en fait. Parce que ça va être aussi bien les personnes de sa famille, ses amis, ses collègues, les personnes qui travaillent pour lui, mais ça peut être aussi des personnes qui travaillent dans le même domaine que lui, etc., etc. Donc, en fait, il n'y a aucune limite à sa perversion, à sa domination, à sa violence. C'est vraiment toute personne qui rentre dans son monde d'une manière ou d'une autre. Et par contre, pour vraiment garder les personnes de son entourage, donc les personnes qui travaillent pour lui, parce qu'en réalité, P. Diddy, ça va être vraiment tout ce qui tourne autour de son travail, de sa boîte de prod. Et donc, toutes les personnes qui vont travailler pour lui, que ce soit son équipe ou les artistes, les célébrités qu'il produit, en fait, il va toutes les tenir par un contrôle. Enfin, là, on retrouve le contrôle coercitif, ça va être le contrôle économique. Et on peut même parler d'esclavagiste moderne, parce que ce qu'il va faire pour garder le contrôle sur toutes ces personnes, c'est-à-dire qu'il va leur permettre de travailler à ses côtés. Donc, ils vont s'approcher de la célébrité, ils vont s'approcher du puissant P. Diddy, ils vont s'approcher des strass et des paillettes, etc. Ils vont évoluer dans ce monde grâce à lui, mais en contrepartie, en fait, lui ne les paye pas. Donc, en fait, lui, il va s'enrichir sur le dos de toutes ces personnes. Il va continuer de grandir, de grossir, de s'enrichir et maintenir toutes les personnes qui travaillent pour lui dans la précarité financière. On peut parler aussi de son empathie et de son respect, qu'il n'a pas, bien sûr. Et donc, en fait, on voit très clairement, c'est très bien démontré dans tout le documentaire, qu'en fait, non seulement il n'a aucune empathie, mais aucun respect pour personne. Et je dis bien personne,
C'est vraiment lui sur le piédestal et toutes les autres personnes qui gravitent autour de lui, c'est juste des pions, des esclaves, des, des objets en fait qui l'utilisent, qui lui servent comme support en fait pour soit pour pouvoir briller plus, soit pour pouvoir s'enrichir, soit pour avoir des esclaves autour de lui qui font tout ce que lui ne veut pas faire en fait. Et lui, son travail, c'est juste d'écraser les autres, de les utiliser. Et aux yeux, en fait, du reste du monde, aux yeux du public, eh ben, il se fait passer pour la star, pour celui qui brille, pour celui qui réussit, etc. Le mec qui vient d'en bas, tu sais, vraiment la belle histoire du mec qui vient d'en bas et qui réussit et qui, voilà, le rêve américain, quoi. Mais en fait, on n'y est pas du tout. La réalité, c'est qu'on est plutôt dans un cauchemar américain. Et on a un exemple d'ailleurs très parlant parce que dans ce documentaire, il y a plusieurs personnes qui témoignent. Alors, bien sûr, il y a pas tout le monde parce qu'il y en a trop. Et puis, je suis sûre que je suis persuadée qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas voulu parler, soit pour protéger en fait leur image ou par crainte en fait. Mais du coup, on a quand même pas mal de témoignages dans ce documentaire. Et on a le témoignage d'un ami d'enfance, en fait, de P. Diddy. Et cet ami d'enfance, donc, ils le connaissaient depuis qu'ils étaient tout jeunes. Ils ont grandi ensemble et ils ont aussi évolué dans ce milieu. Ils ont commencé ensemble, puisque cet ami-là, c'est avec lui qu'il avait créé sa boîte de prod Bad Boy. Donc, il avait des parts dans sa boîte. Et en fait, dès le début, quand P. Diddy a compris qu'il y avait une certaine émulsion et que ça commençait, la mayonnaise a commencé à prendre et qu'il y avait de l'argent à se faire, etc., euh, il a complètement agressé son ami d'enfance en l'obligeant, je crois que c'était avec une batte de baseball, je ne suis plus sûre, mais il l'a obligé par la force, par la violence, à signer en fait une cessation de ses parts de la boîte. Donc c'est son ami d'enfance et il l'agresse, il le menace, il l'oblige par la force à lui donner ses parts dans la boîte pour qu'il puisse du coup avoir complètement le champ libre à ce niveau-là, en sachant que c'était son ami d'enfance, que c'est avec lui qu'il a tout créé, que ce mec-là, en fait, il se donnait corps et âme dans cette boîte parce que c'était aussi son bébé puisqu'il l'avait construit avec lui, il l'avait créé avec lui et c'était son ami, quoi. Donc là, on voit vraiment le non-respect, la non-empathie, la violence qu'il y a en lui. Il est prêt à tout. On voit vraiment qu'il est prêt à tout pour. C'est même pas pour réussir. Il est prêt à tout pour dominer l'autre, pour grandir, pour s'approprier en fait le pouvoir et les richesses. Alors, on voit aussi quelque chose de dramatique. C'est juste horrible en fait parce que il est tellement prêt à tout que en fait c'est là où on voit qu'en fait il n'a aucune limite dans son horreur, dans la perversion, etc. Que quand il y a une personne qui lui fait de l'ombre, une personne qui le gêne, une personne qui le jalouse ou peu importe en fait, n'importe quoi, il n'hésite pas à éliminer carrément cette personne. Donc quand je dis éliminer, je parle de la tuer. Il n'y a pas d'autre mot.
C'est là, on n'est pas dans je t'écrase, je te vire, ou tu ne travailleras plus et tout. Mais c'est non, il n'hésite pas à tuer. Et là, du coup, pour moi, ça a été vraiment un peu un choc parce que du coup, de par ce documentaire, je vois en fait la mort de Tupac élucidée. Parce que Tupac, c'est quand même une légende en fait. Enfin, je sais pas, tout le monde le connaît. Enfin, peut-être parce que de ma génération, parce que après, je sais pas les jeunes aujourd'hui s'ils connaissent Tupac, mais moi, je sais que pour ma génération, en fait, on connaissait Tupac. C'était une légende, c'était celui qui s'est fait tuer, etc. Au moment où il était en train de devenir célèbre, en fait. Et en fait, ben, on se rend compte que c'est probablement lui qui en est à l'origine. Je dis probablement parce que, bon, lui ne l'a pas dit, euh, n'a pas fait d'aveu par rapport à ça, mais on a quand même une personne qui témoigne du fait que P. Diddy aurait proposé 1 million, il me semble, pour la tête de Tupac, en gros. Donc là, on voit que dès qu'il y a une menace à son narcissisme, en fait, bah, aucune limite. Il élimine toutes les menaces sans aucune limite, sans aucun frein. On voit autre chose d'aussi vraiment abominable, en fait. Et c'est là où on se rend compte vraiment que le gars, c'est vraiment un monstre parce que il ne s'arrête pas juste à vouloir écraser les autres pour le pouvoir ou quoi que ce soit. C'est vraiment la perversion à l'état pur, quoi. Et en fait, on voit dans le documentaire qu'il use de la drogue. Donc, et en plus, c'est sur les proches, sur ses proches, en fait, sur les personnes de son entourage, les personnes qui travaillent pour lui, hommes ou femmes, pas de limite. Donc, je ne sais pas si c'est des personnes qui l'envient, si c'est des personnes, je sais pas, ils ont fait quelque chose qui ne lui a pas plu, il l'a retenu, et voilà. Alors, je ne sais pas quelles sont les raisons qui le poussaient à faire ça, mais en gros, une grande partie des personnes qui ont travaillé avec lui, pour lui, ont été droguées et agressées sexuellement, violées. Elles ne s'en souviennent même pas. Donc, on le sait, enfin, elles le savent parce que il y a eu un cas d'une nana, d'une artiste. Elle n'avait aucun souvenir, elle ne savait même pas qu'elle avait été violée, mais c'est une autre femme qui témoigne en disant que elle l'a vue par hasard en ouvrant une porte qu'elle n'aurait pas dû ouvrir, qu'elle a vu cette femme-là, inconsciente, se faire violer par P. Diddy et même des hommes qui travaillaient avec lui, donc même son ami d'enfance, qui disent qu'ils ont vécu ça, en fait. Donc, en fait, ils ne s'en souviennent pas, mais il y a des choses qui font qu'ils comprennent, en fait. Donc, ils se réveillent le lendemain matin avec des douleurs, enfin, voilà, dans des contextes assez parlants. Et du coup, c'est là où on voit que on est vraiment dans un truc crade, sadique, parce que les, il y a ce truc de domination où il drogue les personnes, donc elles sont complètement inconscientes et il les viole. Et les personnes ne s'en souviennent même pas, en fait. Il leur dit pas, les personnes ne s'en souviennent pas, mais c'est juste le,
pour voilà, c'est vraiment juste le sadisme qui parle, en fait. Ah, c'est un truc qui est très, je pense que c'est vraiment hyper personnel parce qu'il y a même pas ce truc de je veux voir dans ton regard, tu sais, je te fais du mal, etc. Il y a même pas ça puisque la personne, elle est inconsciente, elle est droguée à son insu, elle est inconsciente et elle ne se souvient pas. Donc c'est vraiment du sadisme pur, quoi. Et puis la domination totale, en fait, sur l'autre. C'est vraiment, je fais ce que je veux, de qui je veux. Et on a d'ailleurs à la fin ce, ce mec qui l'engage en fait pour faire la prod de son dernier album, de son nouvel album. Et, euh, et là, en fait, par ce témoignage, on voit tout le cycle en fait de la violence et tous les mécanismes du pervers. Parce qu'en fait, il engage ce mec, donc c'est un jeune mec en fait, et ce mec est vraiment content parce qu'il se dit que c'est une super opportunité pour lui, que ça va faire décoller sa carrière. P. Diddy le devient très proche avec lui en fait. Donc là, on est dans cette phase de love bombing. Il lui laisse des messages vocaux. On peut entendre les messages vocaux où il n'arrête pas de lui dire qu'il l'aime, qu'il l'adore et tout ça. Donc au début, il a ce truc comme ça de love bombing où il lui fait des promesses d'argent. Donc pour l'embaucher, enfin pour qu'il travaille pour lui, il lui promet qu'il va lui acheter une villa à côté de la sienne. Enfin, c'est vraiment, on voit que vraiment il le rend dans cette illusion qu'est le love bombing. Et donc ce mec travaille pour lui pour son nouvel album. Et puis Didi a du mal parce que P. Diddy n'a pas de talent propre. Ce n'est pas un artiste. C'est juste quelqu'un qui a voulu briller. Mais du coup, ça prend du temps, ils galèrent, ils n'y arrivent pas. Et du coup, il emmène ce mec pour travailler sur un yacht. Donc, ils sont vraiment comme ça, isolés sur ce yacht. Et ça part un peu en tout et n'importe quoi, en fait, parce que ils ramènent des filles, et puis ça part en soirée, drogue, sexe, etc. Donc, du coup, ce mec-là qui n'était pas du tout là-dedans, lui, il voulait juste travailler. Il se retrouve un peu pris, pris au piège parce que c'est P. Diddy. Donc, il dit que bah, pareil, il se souvient pas de grand-chose, mais que ça lui est arrivé, il comprenait pas, qu'il se réveillait à côté de P. Diddy, qu'il est pareil, qu'il avait des douleurs, etc., quoi. Qu'il était drogué, etc. Donc toujours les mêmes fonctionnements. Et puis, au bout de presque un an, ils finissent par terminer cet album. L'album sort, l'album connaît le succès, donc il en fait la promo, etc. Mais ce mec-là n'est toujours pas payé. Donc, pendant très longtemps, en fait, il le relance de temps en temps pour demander son argent, etc. Sauf qu'à chaque fois, il y a P. Diddy, il lui ment, il déferlante de pipeau. Et puis un jour, il est peut-être un peu plus insistant que d'habitude parce qu'il en a marre, en fait, qu'il voit que P. Diddy il se fait de l'argent sur cet album, mais lui, il n'a jamais été payé, donc peut-être qu'il en a marre. Et là, P. Diddy retourne complètement la situation en lui disant, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de me chercher des problèmes, etc., etc. Donc là, on voit bien, grâce à ce témoignage, en fait, tout le cycle du pervers, tout le cycle de violence.
On a le love bombing, je t'attire dans mes filets, je t'attire dans mon piège, le piège se referme, je te maltraite, je te fais toutes les perversions possibles et imaginables, je t'utilise et ensuite je n'ai plus besoin de toi, je te jette comme une vieille chaussette et en gros, je me suis servi de toi, tu as été mon esclave parce qu'en plus, tu n'es même pas payé pour le travail que tu as fait. Donc c'est vraiment là, on est dans de l'exploitation humaine, quoi. On a aussi le cas de Cassie, qui est majeur en fait dans cette histoire, dans ce documentaire, dans ce parcours, parce que Cassie, c'est la première qui a trouvé le courage, qui a osé déposer plainte contre Puff Daddy. Et c'est à la suite de la plainte de Cassie que derrière, une centaine de plaintes différentes ont été déposées contre Puff Daddy. Donc, Cassie, c'est vraiment le pilier dans cette histoire et dans la chute de P. Diddy et dans son procès. Donc, son histoire, c'est que à 19 ans, Cassie, elle a sorti un single qui a fait du bruit. P. Diddy a tout de suite voulu se l'approprier. Donc, il l'a fait rentrer dans sa boîte de prod en lui promettant, donc toujours dans ce truc de love bombing, en lui promettant bien sûr une belle carrière, la célébrité, etc. Sauf qu'en réalité, ce qui s'est passé, c'est que il en a fait son esclave sexuel. Il n'a jamais lancé sa carrière et c'était juste une esclave sexuelle, donc violence physique, violence sexuelle, qu'il faisait venir des mecs pour coucher avec elle. Enfin, c'est vraiment sale. On a de l'humiliation. Enfin, c'est vraiment du sadisme pur. Donc, pareil, drogue. Et ça a duré 10 ans comme ça parce que, bon, et aussi, j'en ai pas parlé, mais il y a eu aussi des agressions physiques sur des femmes. Il n'a pas de limite, P. Diddy, on voit qu'il a été dans tous les vices, en fait, dans toutes les formes de violence possibles et imaginables. Donc, avec Cathy, ça a duré 10 ans comme ça. Et ça s'est terminé, donc, d'ailleurs, à la fin, c'était à ce moment-là où il y avait cette vidéo de caméra surveillance d'un hôtel qui nous montre, enfin, qui remettent dans ce documentaire. C'est une vidéo qui avait tourné à l'époque sur Internet, où on voit Cassie qui s'enfuit, en fait, qui sort d'une chambre d'hôtel pieds nus. Elle met ses chaussures dans le couloir, en fait, elle part, elle veut partir. Et peu de temps après, on voit P. Diddy qui sort à son tour, nu, avec juste une serviette autour de la taille. Donc, en fait, on s'imagine qu'en fait, elle a dû tenter de s'enfuir pendant qu'il était sous la douche, certainement. Ou alors peut-être qu'il dormait encore, j'en sais rien. Mais bon, bref, elle a fait une tentative comme ça de s'enfuir parce qu'on comprend bien que elle aussi, elle était victime, elle aussi, elle devait être dans une emprise diabolique, un contrôle coercitif à tous les niveaux, surtout que Cassie, voilà, il l'a pris dans ses filets, elle avait que 19 ans, donc elle était quand même hyper jeune. Donc je pense qu'à cet âge-là, voilà, c'est compliqué, quoi. Tu as le mec qui était déjà très célèbre, très riche, très populaire, et tu as la petite jeune femme comme ça qui tombe dans ce piège. Et de l'extérieur, après, les gens se font les films qu'ils veulent. D'ailleurs, on voit dans le documentaire, il y a 2 témoignages de jurés du procès de P. Diddy. Et
Bon, alors je ne sais pas si on ne peut pas savoir vraiment réellement s'ils ont été payés, s'ils ont été manipulés ou quoi. Mais en fait, c'est là où c'est triste, c'est qu'on voit, parce que soi-disant, les États-Unis, ils ont 10 ans d'avance sur nous. Bah, moi, quand je regarde ce documentaire, quand je regarde le procès de P. Diddy, quand j'écoute le témoignage des jurés, bah, je n'ai pas l'impression qu'il y ait, à ce niveau-là, en tout cas, que les États-Unis ont 10 ans d'avance sur nous, hein. J'ai l'impression qu'on est au même niveau, parce qu'on entend des discours de pourquoi elle n'est pas partie, enfin, des trucs complètement à la ramasse, quoi. On n'est plus au Moyen Âge pour penser ce genre de choses. Enfin, s'ils n'ont pas la notion de ce que c'est que l'emprise, que le fonctionnement des pervers, le cycle de la violence, etc., euh, comment ils ont pu rendre un jugement, en fait, comment ils ont pu rendre une décision neutre et objective et partiale. À mon avis, bon, voilà, c'est un peu bidonné. De toute façon, dès qu'il y a des procès avec des personnes, des célébrités et tout ça, je pense que bon, il y a voilà, on ne va pas s'étendre sur ce sujet-là, mais on se comprend. Donc, par ce documentaire, je trouve que c'est vraiment bien qu'il y ait des documentaires comme ça qui sortent, parce que là, on voit vraiment le contraste de l'image publique avec la réalité, l'image privée, la double vie vraiment du prédateur. C'est exactement la même chose à un autre niveau, à une autre échelle pour ceux qu'on appelle les pervers narcissiques. Ils ont un visage en public et un visage complètement à l'opposé à la maison, dans l'intimité, dans le huis clos. Et c'est là qu'on voit la réalité. Après, bon, je pense que j'avais écouté j'avais regardé une interview de Alexandra Rosenfeld, je ne sais pas comment on prononce, qui justement avait vécu avec un pervers narcissique qui est connu d'ailleurs, c'est un chef connu. Et elle disait que quelque part, c'est bien les gens qui ne comprennent pas, enfin c'est bien, dans le sens où s'ils ne comprennent pas ce que c'est que l'emprise, ce truc où on ne comprend pas pourquoi la victime ne part pas et reste avec son agresseur, c'est que ben on l'a jamais vécu. C'est vrai que bon, c'est quelque chose, si on l'a pas vécu, on peut pas vraiment le comprendre, mais ça serait bien que les gens commencent à s'informer, à se réveiller par rapport à ça, parce que ça fait quand même énormément de dégâts, de nombreuses victimes, comme on peut le voir, le constater là par ce documentaire, hein, pour Puff Daddy. C'est pas une seule victime, hein, c'est des centaines, voire des milliers de victimes de vies détruites, même des morts. Donc voilà, et puis aussi, on parle des pervers narcissiques. Alors ceux qu'on appelle pervers narcissiques, c'est une étiquette qu'on leur a mis sur le front pour désigner vraiment les pervers qui agissent juste dans les relations intimes, donc qui ont une proie, une cible, même si tout au long de leur vie, on sait qu'ils en auront forcément plusieurs. Mais il y a aussi les pervers au sens plus large du terme, qui sont des vrais pervers, mais qui, eux, n'ont aucune limite et qui, eux, n'agissent pas forcément uniquement dans une relation intime et qui n'ont pas forcément une seule victime, en fait. Et ça, c'est un truc qui m'agace assez, j'avoue, c'est qu'on dise que le pervers, les relations pervers narcissiques,
c'est uniquement dans l'intimité, c'est uniquement des relations proches, etc. Alors qu'en fait, pas du tout. Peut-être l'étiquette qu'on met sur ceux qu'on appelle pervers narcissiques, peut-être, mais en tout cas, le pervers, la personne qui a une structure perverse peut tout à fait utiliser et jouir de sa perversion sur n'importe qui, en fait. C'est pas forcément dans les relations intimes. Ça peut être une personne qui connaît pas, voilà, qui s'amuse à malmener dans une personne qu'il rencontre qu'une seule fois, peut-être via son travail ou autre. Enfin bon, bref, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'énerve assez quand j'entends des professionnels qui disent ce genre de choses.